La méchanceté, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, n'est-ce pas? On a l'impression de savoir exactement ce que ça veut dire. On la reconnaît, on la sent passer, mais si on devait la définir, là, tout de suite, eh bien c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est justement ce qu'on va essayer de faire ensemble, décortiquer cette idée pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors, demandons-nous, qu'est-ce que la méchanceté au fond? Est-ce que c'est juste le fait de faire du mal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus subtil, une intention particulière qui change tout? On va voir que notre première impression ne suffit pas toujours à tout comprendre. Pour bien commencer, il faut faire une distinction essentielle. Faire du mal, ce n'est pas forcément être méchant. Prenez un chirurgien, son bistouri fait mal, c'est un fait. Mais c'est un mal qui est nécessaire, qui est là pour soigner. Personne ne dirait qu'il est méchant. Maintenant, à côté, imaginez une insulte, une pique bien sentie, juste pour blesser. Là, le mal est gratuit. C'est ça la méchanceté. Tout est une question d'intention et de contexte. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, essayons de construire une première définition, une sorte d'hypothèse de travail. Pour ça, on va piocher du côté de la psychologie sociale et même de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Alors voilà ce que ça donne. La méchanceté, ce serait quoi? Ce serait la résolution d'un conflit qu'on a en nous, une sorte de tension intérieure. Et pour se libérer de cette tension, on l'extériorise par un acte de force, de coercition. Mais, et c'est le point clé, cet acte doit être perçu comme illégitime par le groupe social auquel on appartient. On peut décomposer ça en 3 piliers pour que ce soit plus clair. D'abord, à l'origine de tout, il y a un conflit psychique. Ensuite, ce conflit trouve sa solution dans un acte de force, que le groupe désapprouve. Et enfin, le 3e pilier, qui est fascinant, cette hypothèse suggère que la méchanceté n'est possible que chez les espèces qui connaissent le mécanisme du bouc émissaire. On y reviendra. Bon, c'est une définition qui se tient, mais est-elle vraiment solide? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de la mettre à l'épreuve. On va jouer l'avocat du diable et chercher ses failles, ses points faibles, pour voir si elle tient la route. Et voilà un premier problème. Notre définition est très centrée sur le groupe social. Mais quitte de la méchanceté qu'on s'inflige à soi-même. L'autosabotage, par exemple. Quand quelqu'un fait tout pour faire échouer ses propres projets, il n'y a pas de groupe, pas de public, et pourtant, on sent bien qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la méchanceté. Deuxième faille, et elle est de taille, le concept de légitimité sociale est terriblement fragile. Pensez à un bizutage, par exemple. Au sein d'un certain groupe, un rituel humiliant peut être considéré comme légitime, comme une tradition. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas méchant? Bien sûr que non. La norme du groupe n'est donc pas un critère fiable. On voit bien que notre première hypothèse a des limites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe d'autres manières de voir les choses. Certains pensent la méchanceté comme un simple échec de la régulation de ses émotions. D'autres parlent d'un manque d'empathie affective ou même d'une pure stratégie pour asseoir sa dominance. Chacune de ces pistes apporte un éclairage différent. Mais attention, toutes ces critiques ne nous mènent pas dans une impasse. Au contraire, c'est en pointant les faiblesses qu'on va pouvoir affiner notre modèle, le rendre plus juste, plus précis. Et c'est là qu'on va faire une véritable avancée. Revenons un instant sur cette histoire de bouc émissaire. La nuance est cruciale. L'idée n'est pas que chaque acte méchant est un acte de bouc émissaire. Non. L'idée, c'est que si une espèce est capable de ce mécanisme, c'est la preuve évolutive qu'elle possède les outils mentaux nécessaires à la méchanceté. Et l'outil numéro 1, c'est l'empathie. Et ça, c'est le grand paradoxe. On pense souvent que le méchant est celui qui manque d'empathie. En réalité, c'est tout l'inverse. Pour être vraiment méchant, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qui va lui faire mal. La méchanceté, ce n'est pas un manque d'empathie. C'est une empathie qui a été dévoyée, utilisée comme une arme. Alors, puisque la légitimité sociale ne fonctionne pas, on va la remplacer par un critère beaucoup plus solide, le test de la réciprocité. C'est simple et puissant. On ne se demande plus est-ce que le groupe approuve, mais est-ce que j'estimerais juste de subir moi-même ce que je suis en train de faire? Si la réponse est non, on est en plein dans la méchanceté. Ok, on avance bien, notre définition est plus robuste maintenant, mais il reste une dernière pièce du puzzle à mettre en place pour que tout soit parfaitement cohérent. Le fameux cas de la méchanceté envers soi-même. Le problème logique est le suivant. Si on applique le test de réciprocité à l'autosabotage, ça coince. Celui qui agit et celui qui subit, c'est la même personne. La règle « je n'aimerais pas qu'on me fasse ça » perd son sens. La structure logique semble s'effondrer. Alors, comment on fait? La solution est vraiment élégante. On introduit ce qu'on appelle un tiers symbolique. En fait, même quand on est seul, on se juge toujours à travers un regard extérieur, imaginaire, ce qu'on pourrait appeler un témoin intérieur.
Et la règle de la réciprocité fonctionne à nouveau. L'acte d'automéchanceté, c'est celui qu'on s'inflige, mais qu'on jugerait inacceptable qu'un tiers nous inflige. Et voilà, la boucle est bouclée. Ça y est, on a toutes les pièces en main. On est parti d'une hypothèse, on l'a testée, on l'a critiquée, on l'a corrigée. On peut maintenant assembler notre définition finale, bien plus complète et bien plus stable. Alors la méchanceté, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de nuisance intentionnel envers soi ou envers un autre qui viole le principe de réciprocité. Plus précisément, c'est un acte qu'on jugerait illégitime si une troisième personne l'infligeait à la victime, même si la victime c'est nous-mêmes. Et tout ça, bien sûr, repose sur une condition préalable, une espèce capable d'empathie. Et on termine avec une question qui fait réfléchir. Si la méchanceté a besoin de l'empathie pour exister, si elle n'est pas son contraire, mais plutôt son ombre, son reflet déformé, qu'est-ce que ça nous apprend, au fond, sur la nature même de la cruauté? C'est une pensée assez vertigineuse à méditer.